Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Une cour d'appel fédérale américaine a rejeté mardi la demande d'immunité pénale de Donald Trump, rouvrant la voie à son procès à Washington pour tentative de renverser illégalement les résultats de l'élection en 2020, on s'en rappelle. On en parle avec Donald Cuccioletta, spécialiste de la politique américaine. Bonjour, M. Cuccioletta. Bonjour, Jasmine. Dites-nous, cette annonce, on est rendu mêlé dans les histoires et les déboires judiciaires de Donald Trump, lequel est important, lequel est moins important, lesquels pourraient avoir un impact politique, lequel ne va pas en avoir un. Concrètement, aujourd'hui, là, ça s'inscrit dans quel contexte? Ça s'inscrit dans le contexte de la Cour d'appel du district de Columbia. Ça veut dire 3 juges qui ont pris la décision que finalement, M. Trump ne pouvait pas utiliser la question de dire je pèse l'immunité absolue comme président de vouloir changer les choses quand j'étais président des États-Unis. Et les 3 juges, donc 2 démocrates, 1 républicain, ont décidé que finalement, il n'avait pas le droit, on lui a enlevé. Et ça veut dire que d'ici le 12 février, dans une semaine à peu près, oui, même 6 jours, oui, Monsieur Donald Trump doit faire appel à la Cour suprême des États-Unis. Et à ce moment-là, eux vont décider, oui ou non, s'ils acceptent ou pas d'être saisis. Exactement. Puis là, on verra si ça va continuer. Si la Cour suprême dit on l'accepte, on va poursuivre finalement, ça va prendre jusqu'à 1 an. Et d'ici ce temps-là, M. Donald Trump pourra même gagner sa présidentielle. Ben, c'est ça. Puis il pourra même dire au département de la justice de dire maintenant là, que j'ai trouvé que je suis président des États-Unis, je suis non coupable, donc effectivement, on va le gracier. Fait que vous voyez, ça traîne, c'est long. C'est une stratégie de Jack Smith. Jack Smith, qui travaille pour le département de la justice aux États-Unis, il y a eu cette stratégie-là, pensant que peut-être la juge, une femme qui s'appelle Luca Dickes, qui peut effectivement poursuivre la décision faite par la Cour d'appel de la district de Columbia. Mais eux autres, ils savent que si M. Trump, d'ici le 12 février, excusez-moi, il va le faire, il va faire la demande à la Cour suprême. Puis il ne faut jamais oublier, la Cour suprême, 6 conservateurs, 3 libéraux. Grâce à Donald Trump. Puis il y en a 3 que c'est lui qui les a nommés. Ben, c'est ça. Ça, c'est rare. Vous voyez, là, c'est ça. Ben, il y avait le juge des années 60 qui avait fait la même chose, aussi le juge Warren. Mais c'est un des raretés qu'on a aujourd'hui. Mais finalement, c'est rendu là. On va attendre le 12 février s'il va faire la demande à la Cour suprême, puis on verra ce qu'ils vont décider. Mais c'est fort probable qu'ils vont accepter la cause, parce qu'ils peuvent la refuser. S'il la refuse, ça retombe évidemment à le juge qui est en charge justement de cette cour d'appel de 3 juges pour commencer une procédure. Commencer une procédure légale. Et même, on peut dire qu'il pourra amener M. Donald Trump vers la prison. C'est assez particulier parce qu'on a l'impression qu'il est comme à la croisée des chemins entre la Maison-Blanche et la prison. Là. Il est un des deux, puis on ne sait pas vers où ça va tomber. Et l'autre question qu'on se pose, c'est, imaginons, puis j'imagine que c'est fort probable qu'il va aller en appel puis envoyer ça à la Cour suprême pour notamment gagner du temps, une stratégie de temps. Si, entre-temps, il est élu président des États-Unis, avant que la Cour suprême ne se prononce, pourrait-il, est-ce légal qu'il puisse s'autogracier? Absolument, parce qu'il devient président des États-Unis. Puis la Cour suprême, effectivement, peut dire, il a le droit de le faire, fait qu'il le ferait. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un appel, évidemment, au département de justice. Et le département de justice doit répondre à sa demande. Et donc, c'est comme ça que ça passe aux États-Unis. Mais c'est vraiment,
Écoute, la jurisprudence américaine, elle est complètement différente de la nôtre. Oui. C'est clair, net et précis, parce qu'on laisse beaucoup d'espace pour voir s'il y a possibilité qu'on peut défendre, pas défendre. Est-ce que finalement, on va jusqu'au bout de la question du droit judiciaire des États-Unis? Et tout ça fait que finalement, il y a toutes sortes de moyens de jouer, de pas jouer, de placer les choses. Et ça, c'est complètement différent des nôtres, là, complètement différent des nôtres. Pour les adversaires de Donald Trump, ça, c'est un procès parmi d'autres. Il y a l'autre qui est aussi très important, c'est celui de la Géorgie. Est-ce qu'on pourrait avoir des résultats plus tôt que tard et ces résultats-là peuvent-ils influencer sur la politique des prochains mois? Présentement, la Cour de la Géorgie a mis en cause M. Donald Trump, mais ils n'ont pas procédé présentement. Ils attendent, on ne sait pas pourquoi, mais il semble qu'ils ont de la difficulté à avancer de ce côté-là. Sachant très bien qu'en Géorgie, ils ont un atout que la Cour suprême n'a pas. Écoutez, là, c'est que c'est la Constitution de la Géorgie qui détermine si M. Trump va être trouvé coupable ou pas. Pas la Constitution américaine, la Constitution de... Ça veut dire que la Géorgie est complètement autonome. Comme 50 États, 50 constitutions sont autonomes. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on trouve ça un peu bizarre, qu'aussitôt qu'ils ont mis ça de l'avant par rapport à l'État de la Géorgie, on aurait pensé qu'il allait continuer avec une certaine vitesse pour avancer la question. Mais là, ils ont ralenti. Là, il paraît qu'ils ont des problèmes internes avec les gens qui l'accusent, etc., etc. Fait que pour l'instant, on peut pas dire que c'est lettre morte, mais néanmoins, disons, ça avance pas tellement vite. Mais, si moi, je me disais, s'il y avait un endroit où est-ce que véritablement M. Trump pourrait être trouvé coupable puis est obligé d'y aller longtemps en prison pendant jusqu'à 15 et 20 ans, c'est en Géorgie, à cause que la Constitution, c'est une Constitution de l'État de la Géorgie et tous les autres États, et même la Cour suprême, n'a pas un mot à dire. On a évidemment, plusieurs dossiers judiciaires, devrais-je dire, concernant Donald Trump, mais il y a évidemment tant les partisans MAGA, Donald Trump lui-même, mais de plus en plus d'observateurs politiques là, qui n'ont rien à voir avec le Parti républicain, qui disent, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un peu d'acharnement aussi de l'appareil judiciaire contre Donald Trump. Là, on l'accuse autant de Stormy Daniels à vouloir renverser des élections, à vouloir corrompre, demander au gouverneur de changer le vote en Géorgie. Est-ce que vous avez l'impression que cette stratégie tout azimut de tous ces procureurs-là va donner du gaz plus qu'elle ne va ralentir Donald Trump? Moi, je pense qu'à date, ça donne plus de gaz à Donald Trump. Si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on l'a accusé avec toutes les 91 contre lui qui avait fait ça, effectivement, à chaque fois qu'il sort de là, effectivement, qu'est-ce qu'on regarde? Il était à 50%, là, il est à 60%, là, il est à 65%. Ça veut dire que finalement, il devient de plus en plus la victime. Un martyr. Puis il le dit ouvertement. Oui, exactement. Il joue le martyr, puis il le joue. Il sait comment utiliser les caméras, il sait comment utiliser la télévision, donc il joue le martyr. M. Trump disait un peu comme le grand, disons, homme qui a fondé le cirque aux États-Unis. Parlez-moi en bien, parlez-moi en mal, mais parlez de moi. Et c'est ça que les démocrates font. Puis moi, depuis le début que les démocrates s'est mis à l'attaquer directement, je me suis dit, ça, c'est une erreur des démocrates. Parce que les démocrates, en faisant cela, plutôt que de mettre les gens avec eux, ils ont mis tous les républicains, puis même certains démocrates contre les démocrates. Imaginez-vous. Il y a même des gens qui sont des démocrates qui disent, si on continue comme ça, est-ce qu'on veut M. Joe Biden comme président des États-Unis aussi? Fait que vous voyez, ça a créé une situation qui n'est pas nécessairement avantageuse pour les démocrates, mais pour Donald Trump, la façon qu'il est capable d'utiliser tout ça et de se servir de ça, effectivement, vous voyez, écoute, jusqu'à 75% des républicains le soutiennent. Là. En fait, il a réussi à changer le plus vieux parti américain, le parti le plus connu, ayant les plus grandes racines. Il a changé la base militante, il a changé ce que ça veut dire être républicain aujourd'hui. Et
c'est un homme qui a fait ça. Même le Tea Party, dans le temps, n'a pas réussi à faire cette manière-là, cette tache d'huile sur le Parti républicain. Donald Trump, lui, a réussi. Oui, parce que le Tea Party ne savait pas comment utiliser les communications de l'époque. Parce que lui, il faut jamais oublier, Donald Trump, il est né, fait sa carrière dans la ville de New York, puis il a réussi dans la ville de New York. Ben oui. N'importe qui réussit dans la ville de New York est capable de réussir n'importe où. Il sait comment manipuler les médias, il sait comment dire les choses, il sait comment effectivement connaître qu'est-ce que c'est être un New-Yorkais puis s'en servir au maximum. Au maximum. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait que Donald Trump, tu le regardes. Le MAGA, là, c'est Make America Great Again. C'est un slogan qui avait sorti dans le premier mandat quand il a gagné son premier mandat comme président des États-Unis. C'est ça. Fait que c'est tout ça, tu sais. Mais il y a d'autres qui ont embarqué là-dedans parce que c'est clair, pour les gens qui le soutiennent, l'Amérique est en train de perdre leur avenir, est en train de perdre leur question. J'écoutais Luc tantôt quand il disait, même M. Biden se fait critiquer par la population américaine. Fait que imaginez-vous, là. Fait que ça veut dire qu'il n'est pas sorti du bois, M. Biden, puis ni M. Donald Trump. Mais Donald Trump, il est toujours là. Il utilise la justice comme il le veut. Il sait comment s'en servir. Ouais. Toute sa vie, il a fait ça. Toute sa vie. Il l'a fait en affaires. Il est en train de le faire en politique. On va voir le résultat, qu'est-ce que ça va donner et quelle route, finalement, toute cette histoire va prendre. Est-ce que ça va être la Maison-Blanche ou est-ce que ça va être la prison? Donald Cuccioletta, spécialiste de la politique américaine, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci. Bye. Ciao, ciao.